Sous les murs d'un château majestueux, le duc Ilian se tient avec son armée, le maître des frontières nordiques, face à une armée massive de morts-vivants dont le nombre a dépassé toutes les attentes et un brouillard toxique terrifiant se répand dans l'air. Un homme crie, appelant le duc et pointant quelque chose. Parmi l'armée des morts, le chevalier mort-vivant Dorian apparaît. Un chevalier si puissant que même 10 chevaliers de haut rang ne peuvent garantir la victoire contre lui s'il se battait jusqu'à la mort. L'un des hommes suggère au duc de se retirer et de se préparer à un siège, insistant sur le fait que la victoire est impossible avec leurs forces actuelles. Le duc rejette l'idée de se retirer, expliquant que le mur nord est déjà tombé, et si la porte de la ville tombe également, la nation sera finie. Alors que le duc souligne la nécessité de les retenir aujourd'hui, quels que soient les sacrifices, il s'arrête soudainement de parler, stupéfait. Soudain, une personne inconnue se précipite à une vitesse incroyable vers l'armée ennemie, et le duc s'interroge sur son identité. Il est révélé que cette personne est Lord Urien Rock du marquisat sud de Rock. Quelqu'un le reconnaît comme celui qui se bat avec des poignards. Le doute se répand parmi les hommes quant à sa capacité à affronter Dorian avec des poignards, croyant qu'il est impossible de le tuer. Urien attaque le chevalier, Dorian, et le corps de Dorian commence à fondre au milieu de l'étonnement de tous ceux qui se demandent comment cela se produit. Ensuite, Urien assène d'autres coups au reste des morts vivants, et leurs corps fondent également d'un seul coup. Les hommes s'émerveillent devant cette scène où les cadavres terrifiants fondent d'un seul coup. L'un d'eux se demande si Urien est un saint envoyé du ciel, ce à quoi un autre répond sarcastiquement de ne pas le faire rire. En réalité, Urien n'était pas un saint. Il utilisait la bataille à son avantage. Des messages du système apparaissent devant lui indiquant qu'il a gagné de l'expérience et augmenté le niveau de la technique de la montagne d'os de feu, un poison qui peut dissoudre la moelle des morts vivants, et que la technique d'absorption de 10 000 poisons a absorbé le poison, augmentant l'expérience des 4 arts célestes du poison. Euron se déclare qu'il prendra tout ce qui est utile pour son corps. Les événements remontent à 6 mois dans le temps où Euron se réveille dans une pièce luxueuse se demandant où il est. Une femme s'adresse à lui en disant « Vous êtes-vous réveillé, jeune maître ?» Euron la regarde avec étonnement, admirant sa beauté, mais il remarque ses vêtements étranges et l'épée à sa taille. La femme s'enquiert de son état, et alors qu'il essaie de répondre, elle lui dit qu'elle appellera le prêtre immédiatement et s'en va. Il essaie de l'arrêter pour lui demander quelque chose, mais elle est déjà partie. Après le départ de la femme, le jeune homme resta seul, se demandant où il était. Mais quand il regarda son corps dans le miroir, il fut très choqué. Il cria de surprise devant sa nouvelle apparence, se demandant où était passé son corps d'origine, celui d'un homme mûr et attirant, et comment il s'était transformé en cette forme potelée et enfantine. Il ne pouvait pas le comprendre et pensa qu'il était peut-être dans un rêve, pensant que s'il se rendormait, il pourrait se réveiller de ce cauchemar. À ce moment, un homme entra et s'adressa à lui en tant que jeune maître, et il sembla que c'était le prêtre. Une autre personne suivit l'homme, un homme âgé avec une présence imposante et intimidante. En plus du prêtre, il attrapa la main du jeune homme. L'homme imposant gronda le jeune homme avec colère, le traitant de honte pour l'honneur de la famille et lui demandant s'il avait finalement décidé de se réveiller. Le jeune homme s'interrogea sur l'identité de cet homme effrayant. Alors que le prêtre essayait de calmer son maître, suggérant de reporter la punition puisque le jeune maître venait de se réveiller, l'homme imposant cessa à contre-cœur de gronder le jeune homme après avoir été convaincu par les paroles du prêtre. Après que le prêtre eut examiné le jeune homme, il dit à l'homme imposant que son esprit semblait stable et que la plupart de ses blessures avaient guéri, exprimant son soulagement. Mais l'homme imposant se moqua du mot soulagement et cria qu'il aurait préféré que le jeune homme soit mort, puis l'accusa d'avoir agressé sa fiancée et le traita de monstre. Il continua de le réprimander, lui rappelant qu'il avait eu 19 ans et qu'il était temps de grandir. Il souligna que son jeune frère avait déjà éveillé son aura, alors que lui, le fils aîné, grossissait de jour en jour. Le jeune homme était déconcerté par le terme aura, qu'il ne comprenait pas. L'homme imposant lui ordonna d'aller directement voir sa fiancée et de s'excuser correctement dès qu'il se serait remis. Quand le jeune homme demanda qui elle était, l'homme cria qu'elle était sa fiancée, Aelia, l'avertissant qu'il serait fini si elle ne lui pardonnait pas. Sous la menace, le jeune homme répondit d'une voix tremblante en signe d'accord. L'homme conclut ses propos par un dernier avertissement à Urien de ne plus apporter de honte à la famille Rox. En entendant le nom Urien Rox, le jeune homme réalisa l'horrible vérité. Il était Urien Rox. Et s'il était Urien, alors cet homme effrayant était le marquis Wellington Rox. Inconsciemment, il prononça directement le nom de Wellington. Le marquis devint furieux que son fils ose l'appeler par son prénom en face et le frappa avec force. Le corps de Jurien vola dans les airs et tomba au sol tandis que les personnes présentes essayaient de calmer le marquis furieux alors que Urien gisait sur le sol, presque inconscient. Il croyait toujours que tout ce qui se passait ne pouvait pas être réel, mais juste un rêve. Puis soudain, il halta et se réveilla. Urien se réveille à nouveau, toujours en état de choc, se demandant pourquoi il ne peut pas se réveiller de ce rêve ennuyeux. Une femme aux cheveux blancs entre et demande s'il s'est réveillé. Il la regarde en état de choc et l'appelle par le nom d'Arin, et elle répond, confirmant son identité. Sa confusion grandit alors qu'il met ses mains sur sa tête en désespoir de cause.
Euron demande à Arin si la raison pour laquelle il est au lit et qu'il a poursuivi Elia et a été battu par elle jusqu'à perdre conscience. Eren est surpris par son ton de parole soudainement formel, mais elle lui confirme qu'il a bien été attaqué par Dame Elia et qu'elle l'a frappé si fort qu'il s'est évanoui après avoir tenté de l'agresser. Euron réalise l'ampleur de ses problèmes et sent qu'il est fini. Toute la vérité lui apparaît soudainement clairement. Il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du roman web qu'il a lui-même écrit. Le plus grand désastre est qu'il ne s'est pas réincarné en tant que protagoniste, mais qu'il est devenu le méchant méprisable qui crée des problèmes pour le héros et finit par mourir d'une mort misérable. Il panique, refusant de croire ce qui se passe et crie que ce n'est pas qu'un webtoon, ce qui déconcerte Eren, qui lui demande la signification de ce mot. Euron pleure en se souvenant des détails du personnage Euron Rock qu'il est devenu maintenant. Il se souvient que dans son roman, Euron était une ordure à tous points de vue, sans talent ni compétence et ne s'étant jamais entraîné, vivant uniquement du nom de sa famille en tant qu'héritier. En fin de compte, il perd sa fiancée au profit du protagoniste. Et dans un accès de rage, il attaque le héros, seulement pour subir une défaite écrasante et mourir pathétiquement dans une ruelle. Au milieu de ce monde incertain, il se demande comment il est censé survivre, d'autant plus qu'il ne sait pas quelle capacité Euron possède dans ce monde fictif. Mais il se souvient soudain que, en tant qu'auteur de l'histoire, il connaît au moins les opportunités et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Il décide qu'il doit se préparer rapidement. Quand il essaie de se lever, il trébuche et sent le poids de son corps rempli de graisse. Erin lui demande avec inquiétude s'il va bien, mais il ne semble pas intéressé, et elle lui conseille de continuer à se reposer. Puis il s'arrête soudainement, fixant le vide, réalisant qu'il ne peut pas voir cette chose maintenant. Alors que Jurien se demande pourquoi il ne peut pas voir cette chose, il réalise que cela pourrait être lié à son froncement de sourcils plus tôt. Soudain, une fenêtre de système transparente apparaît devant lui, révélant des informations sur Aron. Euron découvre avec étonnement que c'est la fameuse fenêtre d'état de ces mondes. La fenêtre affiche le nom d'Eren, ses traits qui incluent l'épée rapide niveau 2, l'esprit clair niveau 1 et l'adaptation de l'aura niveau 1, en plus d'un compteur d'affection qui indique 0. Oren le remarque fixant le vide et s'enquiert de son état. Jurien s'énerve et lui dit qu'il est devenu fou pendant un moment mais qu'il va bien maintenant, puis lui demande de retourner à ses devoirs. Oren est d'accord et s'en va. Une fois qu'il est seul, Oren invoque à nouveau la fenêtre d'état d'Oren pour l'examiner. Il se souvient que dans son histoire originale, Arin a toujours été plus fort et plus talentueux que les chevaliers ordinaires, ce que confirme le trait de l'épée rapide. Mais il s'arrête à la jauge d'affection, se demandant ce que c'est, et si ce monde est comme les jeux de simulation de rencontres auxquels il jouait. Cependant, il note avec soulagement que le niveau d'affection n'est pas négatif, ce qui est une bonne chose compte tenu du comportement habituel de Jurien. Jurien décide que ce n'est pas le point essentiel et essaie d'invoquer sa propre fenêtre de statut. En effet, elle apparaît devant lui, révélant son nom, Jurien Rock, sa condition spéciale, l'obésité morbide, et un trait unique, l'œil du créateur niveau 1, en plus de 4 arts célestes du poison, verrouillés, et un taux de synchronisation de 99,9%. Les 4 arts célestes du poison attirent particulièrement son attention, mais il remarque que le trait est là, mais il reste verrouillé. Il se souvient qu'il a été tiré d'un webtoon Wuxia qu'il aimait, qui mettait en scène une héroïne séduisante. Ses arts martiaux reposaient sur des poisons et des armes cachées. Jurien réalise que son monde est un étrange mélange d'idées, mais il voit cet art comme une opportunité en or et pense que cela pourrait être son ticket de survie. Le texte décrit cette capacité comme appartenant à un clan issu des romans chinois de Wuxia, une secte prestigieuse de la province du Sichuan spécialisée dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées empoisonnées. Le nom de ce trait apparaît dans sa fenêtre de statut comme le clan Tang du Sichuan, verrouillé, ce qui amène Euron à se demander pourquoi il existe dans un monde de fantaisie médiévale et ce qui se passerait s'il pouvait déverrouiller cette capacité. Ailleurs, Eren appelle le marquis qui lui demande si Euron s'est réveillé. Aron répond par l'affirmative, confirmant qu'il s'est réveillé il y a peu de temps. Lorsqu'il s'enquiert de son état, elle lui dit qu'il ne semble pas encore normal et qu'il a trébuché lorsqu'il a essayé de se lever, ce qui indique que son corps est toujours en mauvais état. Le marquis est surpris par cela, d'autant plus que le prêtre Elio lui a dit que les blessures d'Euron n'étaient pas profondes. Alors que le marquis s'en va, il demande à Arin si elle a remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Euron. Il souligne que normalement, Euron se serait mis en colère si on lui avait demandé de s'excuser auprès d'Elia, mais cette fois, il a accepté calmement et étrangement. Le marquis pense que la personnalité de son fils n'a pas changé, et son calme actuel n'est qu'une stupeur temporaire, s'attendant à ce qu'il retrouve sa nature colérique d'ici demain, jurant de se venger d'Alia. En revanche, Aron exprime l'espoir que le jeune maître se rétablisse et s'améliore progressivement. Le marquis se moque de sa foi en lui, admettant que lui-même, son père, a déjà renoncé à lui. Il rit amèrement, disant qu'il se sent désolé pour elle et qu'il aurait été préférable qu'il l'ait laissé vivre sa vie de chevalier. Erin reste silencieuse, pensant à la difficulté de la situation pour son maître, mais elle se souvient que le jeune maître aujourd'hui semblait différent d'une manière difficile à expliquer. Pendant ce temps,
Yurian demande à Eren de le guider jusqu'à la salle d'entraînement car il veut faire quelques exercices. Eren est surprise par sa soudaine demande de s'entraîner à ce moment précis, mais Yurian insiste. Pendant qu'il marche, Yurian pense à sa nouvelle capacité. Le trait de l'œil du créateur lui permet de voir les statistiques, mais il n'a aucune idée de comment déverrouiller la capacité verrouillée du clan Tang du Sichuan. Il suppose que son obésité pourrait en être la raison et décide de commencer par faire de l'exercice comme première étape. Yurian se sent épuisé rien qu'en traversant le vaste jardin du palais, qui a la taille de plusieurs terrains de jeu. Il se rend compte qu'il n'est pas apte à faire de l'exercice à la maison car son obésité le ramène toujours au lit. Il remarque également que chaque fois qu'il croise un serviteur, leur jauge d'affinité affiche des valeurs extrêmement négatives allant de la haine au dégoût intense. Il semble que tout le monde autour de lui le déteste. Il ne leur en veut pas, admettant à lui-même à quel point la personnalité de l'original Yurian était mauvaise. Après une marche fatigante, ils arrivent enfin à la 3e salle d'entraînement, qui est moins utilisée par les chevaliers. Il remarque que quelqu'un d'autre est là. Dès que les yeux de Yurian se posent sur lui, une fenêtre de statue apparaît avec un message choquant. Affinité, -91. Désir de tuer. La fenêtre révèle que cette personne est Rika au lion, possédant le trait de l'épée rapide niveau 1. Rika sourit sarcastiquement et demande à Yurian pourquoi il est venu à la salle d'entraînement, tandis que Yurian le reconnaît avec choc. Alors que Rika sourit, il commente que c'est un grand honneur que le jeune maître se souvienne encore de lui. Yurian répond nerveusement que, bien sûr, il se souvient de lui. Yurian se tourne rapidement vers Aren et lui chuchote, lui demandant si quelque chose s'est passé entre lui et cet homme. Aren demande avec surprise s'il ne se souvient pas, puis lui rappelle l'incident. Aren explique qu'il y a quelques années, lorsque le marquis l'a forcé à s'entraîner, Eurian, enragé, a convoqué Rika, qui était alors un chevalier stagiaire, et lui a défiguré le visage avec une épée en riant. Après cet incident, le marquis a renoncé à le forcer à s'entraîner. Euron est choqué et réalise que l'original Euron était vraiment un salaud sans espoir. Euron décide qu'il vaut mieux revenir en arrière et demande à Eren s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Eren lui dit qu'il y a une 4e salle, mais qu'elle est loin et qu'elle a de mauvaises installations, principalement un champ vide. Euron voit cet endroit comme parfait et lui demande de l'y emmener, déclarant que s'il va perdre du poids, il le fera correctement. Eren accepte et le conduit à la 4e salle. Dès qu'ils arrivent, Yurian pense à la façon dont le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans le lancer de couteaux et de petites armes. Dans une tentative de déverrouiller la capacité, il saisit un poignard et le lance avec force, mais rien ne se passe. Il se sent déçu car il pensait qu'il serait capable de déverrouiller la capacité. Il rit nerveusement, affirmant qu'il lançait juste pour le plaisir, et décide qu'il doit d'abord développer son endurance. Eren lui suggère de courir autour de la salle, mais Yurian lui dit qu'il s'entraînera seul et qu'elle peut s'entraîner comme elle le souhaite. Puis il commence à courir. Le marquis se tient stupéfait, se demandant comment Yurian est réellement venu sur le terrain d'entraînement et a commencé à faire de l'exercice. Il trouve cela étrange et se demande combien de temps cet enthousiasme va durer. 3 semaines plus tard, il s'avère que Yurian n'a pas manqué un seul jour d'entraînement pendant toute cette période. Il a perdu beaucoup de poids, et son apparence a changé de façon notable. Le marquis commente ce changement en disant « Comme on pouvait s'y attendre de mon fils ». Alors que le marquis observe son fils, il remarque que sans la graisse, son fils a l'air beau, et il se demande s'il a vraiment mûri. Dans sa chambre, Yurian regarde son corps dans le miroir, réalisant qu'il a perdu beaucoup de poids. Mais il est toujours inquiet car le trait du clan Tang du Sichuan n'a pas encore été déverrouillé. Il décide de lui accorder encore un mois, et si rien ne se passe, il devra voler la rencontre fatidique destinée aux protagonistes de l'histoire. À ce moment-là, Aaron entre avec son dîner. Une fenêtre système apparaît expliquant que le plat est de la soupe Sharon, un plat nutritif qui aide à brûler les graisses et à développer les muscles, et qu'il est de coutume dans la famille Rock d'en manger après chaque séance d'entraînement. Aaron montre son mécontentement de manger à nouveau la même soupe, alors Eren lui demande s'il en a assez. Aaron confirme qu'il en a effectivement assez de la manger pendant 3 semaines consécutives. Aaron lui demande sérieusement quel est son véritable objectif, s'il veut juste perdre du poids ou devenir un chevalier. Aaron déclare avec enthousiasme qu'il veut, bien sûr, devenir un chevalier. Aaron le gronde alors, lui rappelant que même le grand marquis lui-même mange de la soupe Chéron après son entraînement, et donc, en tant que jeune maître, il devrait cesser de se plaindre et la manger. Yurian cède et commence à manger, pensant que cette tradition est démodée, mais il l'endura car elle l'aide à perdre du poids. En mangeant la soupe, il remarque que son goût est légèrement différent aujourd'hui. Soudain, un message système apparaît lui indiquant qu'il a ingéré du poison. Malgré son choc, un autre message suit indiquant qu'il a rempli la condition pour déverrouiller le clan Tang du Sichuan et que le trait est maintenant déverrouillé, le laissant dans un état de confusion. Ailleurs dans le palais, le marquis pensait encore au changement de son fils. Il a admis que son fils était devenu beau après avoir perdu du poids et s'est demandé à nouveau s'il avait vraiment mûri. Quelqu'un demande au marquis la permission d'entrer dans la pièce, apportant du thé pour lui, et elle se révèle être sa seconde épouse, Kana. Elle lui demande ce qu'il regardait avec autant d'attention.
Le marquis répond qu'il pensait juste à la beauté du jardin. Kana loue son goût et lui dit qu'elle s'est personnellement occupée du jardin, et le marquis la complimente pour ses merveilleuses compétences. Alors que le marquis et sa femme, Kana, conversent, Kana lui demande quand il choisira Colin comme héritier, comme il l'avait mentionné précédemment. Elle ajoute que puisque la question est déjà réglée, il serait préférable d'accélérer les choses. Le marquis est surpris par sa question et lui dit avec hésitation que cela pourrait prendre plus de temps. Kana s'y oppose et lui rappelle qu'il avait promis de nommer Colin comme héritier dans le courant de ce mois. Le marquis explique que, comme elle l'a probablement entendu, Urian semble avoir retrouvé ses esprits récemment. Et en tant que fils aîné de la famille Rox, s'il persévère ainsi, il pourrait devenir un bon successeur. Kana fait semblant d'être d'accord, disant qu'elle a également entendu parler de l'amélioration d'Euron et qu'elle s'inquiétait pour lui, mais qu'elle est heureuse qu'il ait enfin retrouvé ses esprits, considérant que cela doit être un soulagement pour le marquis également. Le marquis rit, commentant sarcastiquement que son fils ne s'est réveillé qu'après que sa fiancée l'ait giflé. Lorsque Kaina lui demande à nouveau ce qu'il va faire de l'air, le marquis répond que Urian ne s'entraîne que depuis 3 semaines, et qu'il préférerait l'observer pendant une plus longue période. Mais il lui promet que si Euron revient à ses anciennes habitudes, il accordera immédiatement le titre d'héritier à leur premier fils, Colin. Kaina lui demande de la rejoindre dans la chambre après avoir terminé son travail. Et après son départ, des signes de colère intense apparaissent sur son visage alors qu'elle jure silencieusement de se venger de Urian. Pendant ce temps, Urian était toujours choqué par le déblocage du clan Tang du Sichuan. Comme la famille Tang du Sichuan est spécialisée dans les poisons, il réalise que la condition pour le débloquer était d'ingérer du poison, ce qu'il trouve ridicule. Il se souvient de la fenêtre d'information pour la soupe Charon et découvre qu'il peut faire défiler vers le bas pour voir plus de détails. Les informations supplémentaires révèlent une mise à jour de la base de données concernant l'herbe Anyang avec une propriété paralysante. Cette herbe est principalement une plante médicinale mais contient un poison très léger. Elle est inoffensive pour les adultes en petite quantité. Mais si elle s'accumule dans le corps, elle paralyse lentement le corps jusqu'à la mort. Aaron le sort de sa rêverie en lui demandant pourquoi il a arrêté de manger. Urian reprend ses esprits et commence à manger rapidement. Pendant qu'il mange, il se demande qui a mis le poison dans sa nourriture. Il se souvient que dans l'histoire originale, le deuxième fils, Colin, était censé être nommé héritier à cette époque. Il en déduit que la raison du retard est qu'il a commencé à s'entraîner, et par conséquent, celui qui l'a empoisonné vient probablement de ce côté-là. Une autre fenêtre système apparaît l'informant qu'il a rempli la condition pour débloquer le faible poison paralysant. Après avoir terminé tout son repas, il dit à Arin avec un étrange sourire que la soupe était si délicieuse qu'elle l'a fait pleurer. Il lui demande ensuite de le laisser seul pendant un moment. Arin accepte, lui souhaite une bonne nuit et s'en va. Dès qu'il est seul, Urian invoque sa fenêtre d'état pour examiner le nouveau trait du clan Tang du Sichuan. Sa fenêtre d'état mise à jour apparaît, indiquant sa condition comme étant en surpoids, légèrement empoisonné et ayant de légères douleurs musculaires. En plus de ses traits et de son taux de synchronisation, il découvre qu'il peut se concentrer sur une partie spécifique de l'interface, tout comme dans les jeux de réalité virtuelle, pour afficher des détails supplémentaires. Lorsqu'il se concentre sur le trait du clan Tang du Sichuan, il se divise en 3 catégories, les poisons, les armes cachées et les arts martiaux, qui sont tous verrouillés. Il décide de commencer par examiner d'abord la catégorie des poisons. Une longue liste de poisons disponibles apparaît, tels que le faible poison paralysant, le sérum de vérité et la fumée tueuse d'âme, tous verrouillés et nécessitant que les poisons de niveau inférieur soient déverrouillés en premier. Lorsqu'il fait défiler jusqu'à la fin de la liste, il constate que le dernier poison disponible est le niveau 30 absolu caché. Il se rend compte que le système est basé sur le déverrouillage progressif des compétences par niveau. Pour déverrouiller le poison le plus simple, le faible poison paralysant, il découvre qu'il a d'abord besoin d'une technique interne. Il trouve cela logique car le clan Tang utilise l'énergie interne pour contrôler les poisons. Il passe ensuite à l'examen de la catégorie des arts martiaux à la recherche d'une technique interne. Une liste des techniques internes de base disponibles pour la sélection apparaît, y compris les arts du poison noir, les arts de l'aiguille de tonnerre et l'énergie des 10 000 poisons divins, avec un avertissement qu'il ne peut choisir qu'une seule technique interne. En tant que fan d'histoire de Wuxia, il trouve le choix facile. Il se souvient que les arts du poison noir se concentrent sur les poisons. Les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées. Alors que l'énergie des 10 000 poisons divins, bien qu'elle prenne plus de temps à maîtriser, permet d'atteindre la maîtrise à la fois des poisons et des armes cachées. Il choisit la dernière option, croyant qu'il vaut mieux en avoir plus, comme c'est toujours le cas avec les protagonistes des histoires de Wuxia. Dès qu'il choisit l'énergie des 10 000 poisons divins, il sent que les incantations de la technique ont été gravées dans son esprit. Il décide immédiatement d'essayer de faire circuler l'énergie, alors il enlève sa chemise et s'assoit dans une posture méditative. Il ressent un flux étrange dans tout son corps et réalise qu'il s'agit du chi ou de l'énergie vitale. Il commence à le guider à travers les voies énergétiques correctes de son corps, puis le stocke dans son centre d'énergie d'Antian pour construire sa puissance interne.
Il passe toute la nuit à s'entraîner jusqu'au matin et découvre avec étonnement que les romans d'arts martiaux ne mentaient pas sur la possibilité de s'entraîner toute la nuit sans dormir. Il constate que c'est tout à fait vrai. Et de plus, il ne se sent pas fatigué du tout. Au contraire, il sent que tout son corps est rempli d'énergie. Il découvre également qu'il peut maintenant sentir le flux de chi autour de lui au point de pouvoir dire combien d'oiseaux se trouvent devant sa fenêtre sans même regarder. Il sent l'énergie chaude et solide dans son dantian et découvre qu'il peut maintenant ouvrir la fenêtre d'état simplement en dirigeant le chi vers sa tête sans avoir besoin d'un miroir, et la fenêtre montre que son énergie des 10 000 poisons divins est au niveau 1, une étoile à 10%. Après avoir passé la nuit en méditation, Euron sent une aura familière devant sa porte. Aron entre à ce moment-là pour le réveiller et remarque que son lit n'a pas été touché, concluant qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Euron lui a confirmé qu'il n'avait pas encore dormi. Elle lui suggère de se reposer et de sauter l'entraînement d'aujourd'hui, mais Urian refuse avec enthousiasme, insistant sur le fait qu'il se sent très bien et qu'il doit s'entraîner. Erin accepte à contre-cœur et décide de lui préparer d'abord le petit déjeuner. Après avoir fermé la porte derrière elle, elle se demande quand le jeune maître a commencé à gagner du muscle. Plus tard dans le terrain d'entraînement, Urian saisit l'un des poignards. Il est soudainement surpris par l'apparition d'un réticule devant ses yeux, semblable à ceux des jeux vidéo de tir à la première personne. Il décide de viser précisément la cible et lance le poignard avec force. Le poignard atteint la cible avec précision. Erin a été surprise quand elle l'a vu atteindre la cible du premier coup. Une fenêtre système apparaît annonçant le déverrouillage de la catégorie des armes cachées du clan Tang du Sichuan. Une Erin choquée lui demande ce qu'il vient de faire. Urian répond qu'il ne le sait pas non plus, affirmant que les résultats de son entraînement au cours du mois dernier commencent à se faire sentir. Euron regarde Aron, stupéfait, remarquant que c'est la première fois qu'il la voit aussi agitée. Il décide d'essayer à nouveau, pensant que lorsqu'il lance, il sent une énergie interne ardente jaillir du bas de son estomac. Il lance à nouveau le poignard, cette fois avec plus de force et de vitesse. Le poignard pénètre la cible et la brise complètement. Eren a été extrêmement choquée quand elle a vu qu'il avait non seulement atteint la cible avec précision, mais qu'il l'avait complètement détruite. Euron se rend compte qu'avoir ce réticule est fondamentalement une triche. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il était doué pour les jeux de tir, à tel point qu'il a une fois remporté un tournoi local dans un cybercafé dans un jeu appelé Attaque de bataille. Alors qu'Eren reste stupéfaite, se demandant ce qui se passe, Euron lui demande si elle sent quelque chose émaner de lui. Eren répond qu'elle ne peut rien dire de spécial, si ce n'est qu'il a beaucoup perdu de poids depuis hier. Elle confirme que même s'il perdait du poids régulièrement grâce à son entraînement quotidien et à la soupe Sharon, le changement en lui aujourd'hui était particulièrement visible. Urian est surpris par sa réponse et réalise qu'elle ne peut pas sentir le flux d'énergie interne dans son corps. Il en conclut que dans ce monde, il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie interne, et personne d'autre ne peut la détecter, ce qui signifie qu'il a acquis un pouvoir incroyable et unique. Urian décide de continuer à s'entraîner et lance d'autres poignards avec une extrême précision. Cette fois, il a lancé un poignard qui a percé le poignard déjà planté dans la cible, ce qui impressionne Aren, qui se couvre la bouche de choc. Elle demande à essayer de lancer une fois elle-même. Aren lance le poignard, mais il rate complètement la cible. Urian rit, soulignant qu'il a enfin trouvé quelque chose qu'elle ne peut pas faire, ce qui l'agace. À ce moment, une fenêtre système apparaît devant Urian, annonçant l'achèvement de la mémoire de Sachin Danga et le déverrouillage de la compétence de frappe directe. La fenêtre explique que cette compétence lui permet de lancer avec plus de force et de vitesse, pas seulement avec les armes dont il se souvient, mais avec toute autre chose comme des pierres, du bois ou des épées en fer comme si c'était son arme précieuse. Alors qu'Eren essayait encore de comprendre pourquoi elle avait échoué, Euron ramasse une épée en bois cassé pour tester sa nouvelle compétence. Il lui demande de reculer un peu. Eren a été surprise quand elle l'a vu tenir une épée cassée, ne réalisant pas ce qu'il avait l'intention d'en faire. Puis Euron ressent un énorme flux d'énergie interne de son dantian à ses bras et lance l'épée en bois. L'épée cassée vole avec une force immense et perce le centre de la cible, la brisant. Eren est stupéfaite et crie, demandant à propos de ce pouvoir et de ce qui se passe. Euron répond avec une fausse modestie qu'il n'en est pas sûr, et peut-être que c'est la puissance de la pratique. Eren rejette cette explication, réalisant que ce qu'elle a vu était impossible. À ce moment-là, Euron s'adresse à elle sérieusement, disant qu'il sait qu'elle rapporte ses affaires à son père, le marquis. Cet aveu la surprend, alors il lui demande une faveur, qui est de garder cette affaire secrète pour le moment. Il explique qu'il teste actuellement plusieurs choses et qu'il lui expliquera tout lui-même plus tard, lui demandant d'attendre jusque-là. Aren accepte sa demande. Après la fin de la journée d'entraînement, Urian observe l'un des chefs nommé Perrault alors qu'il part. Urian utilise la capacité de l'œil du créateur pour l'examiner, et une fenêtre d'état apparaît révélant que Perrault a les traits touchés empoisonnés niveau 1 et mouvement agile niveau 1, et son niveau d'affinité avec lui est neutre. Euron réalise que le trait de toucher empoisonné est ce qui permet à Perrault de mettre du poison dans la nourriture et confirme que c'est lui qui l'a empoisonné. Urian décide qu'il est temps pour son vrai test. Il concentre son énergie et libère le poison de paralysie qu'il a récemment appris. Sur Perrault à distance,
Perrault est immédiatement empoisonné et tombe au sol. Incapable de bouger, Eurion célèbre son succès et remarque un minuteur apparaissant au-dessus de Perrault, indiquant que l'effet de paralysie durera 1 heure. Eurion porte Perrault paralysé et le déplace dans une ruelle isolée. Alors que Perrault commence progressivement à reprendre conscience, Eurion commence à l'interroger. Il lui demande s'il sait qui il est, le menace et lui dit que s'il veut vivre, il doit répondre honnêtement. Il lui demande directement si c'est lui qui a mis le poison dans sa soupe puisque Perrault ne peut pas parler. Urien met en place un système simple pour répondre. Cligner 1 fois pour oui et 2 fois pour non. Après que Perrault confirme sa compréhension avec un seul clignement d'yeux, Urien répète sa question de savoir s'il était celui qui a empoisonné la soupe, et Perrault cligne 1 fois, avouant sa culpabilité. Urien continue son interrogatoire, demandant si le poison utilisé était de l'herbe Anyung, et Perrault le confirme avec un autre clignement d'yeux. Puis Eurion lui pose la question la plus importante sur qui lui a ordonné de l'empoisonner, et est-ce Marcianus Caina qui lui a ordonné de le faire? Eurion est surpris lorsque Perrault cligne des yeux 2 fois, niant l'implication de Cana. Eurion doute de sa réponse et l'avertit de ne pas mentir, menaçant de lui trancher la gorge et affirmant qu'il peut dire s'il ment ou non. Alors qu'Eurion fait pression et menace Perrault, il répète sa question de savoir si Lady Cana était celle qui lui a ordonné de l'empoisonner. Perrault reste silencieux un instant puis cligne des yeux 2 fois de plus, niant l'implication de Cana. Eurion est surpris par son insistance, mais il voit dans ses yeux qu'il ne ment pas, alors il s'interroge sur l'identité de la vraie personne qui a donné l'ordre. Eurion décide de reporter la recherche de cette information à plus tard. Après cela, Jurien sort quelque chose et force Perrault à le manger. Il lui dit que ce qu'il a mangé est du poison de paralysie et qu'il n'a plus qu'1 mois à vivre. Il l'avertit que s'il ne prend pas l'antidote en sa possession dans ce délai d'1 mois, tous ses organes internes se dissoudront. Avec cela, il le force à suivre ses ordres à partir de maintenant et demande s'il a compris le sens de ses mots, ce à quoi Perrault acquiesce avec un clignement d'yeux craintif. Euron place sa main sur la tête de Perrault et annule l'effet du poison de paralysie sur lui, et Perrault est surpris de retrouver sa capacité à bouger. Dès que Perrault retrouve sa capacité à parler, Eurion lui demande pour la dernière fois qui lui a ordonné de l'empoisonner. Perrault avoue que celui qui a donné l'ordre était le commandant des chevaliers, Carax le Vinton. Eurion reconnaît le nom, et Perrault explique que Carax lui a ordonné de tuer le jeune maître en raison d'une maladie au cours de cette année. Eurion se souvient que Carax est le frère aîné de Caina qui a obtenu le poste de commandant des chevaliers grâce à son mariage avec le marquis, et il réalise que sa conclusion n'était pas entièrement fausse et que Carax est son partenaire. Eurion décide que ce n'est pas la partie importante maintenant et donne un morceau de papier à Perrault. Perrault réalise que le papier contient une liste de poisons. Eurion lui dit que puisque Perrault a une connaissance approfondie des poisons, cela signifie qu'il peut les obtenir sur le marché noir en utilisant l'argent qu'il obtiendra de Carax. Il lui ordonne de collecter tous les poisons de la liste et de les lui apporter et de commencer par ce qu'il a déjà d'ici demain soir. Lorsque Perrault demande pourquoi il a besoin de ces poisons, Euron le gronde et lui dit qu'il ne lui a pas donné la permission de poser des questions. Perrault recule de peur et accepte d'exécuter l'ordre. Avant que Perrault ne parte, Euron ajoute un dernier ordre choquant. À partir de maintenant, sa soupe doit toujours être pleine d'herbe Agnan. Cet ordre laisse Perrault dans un état de complète perplexité, tandis qu'Euron rit, impressionné par l'incroyable niveau des arts martiaux. Alors que Perrault part, Euron pense sarcastiquement à la façon dont Perrault a cru au mensonge du poison de paralysie, révélant que ce qui l'a forcé à manger n'était rien d'autre que des feuilles séchées. Euron décide qu'il doit rapidement maîtriser les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Il se souvient que si les événements devaient se dérouler selon les paramètres qu'il a écrits dans son histoire, un événement terrifiant se produirait bientôt dans le monde extérieur. Cette nuit-là, Perrault lui apporte les herbes toxiques qu'il avait déjà en sa possession. Jurien examine les herbes et les reconnaît immédiatement, grâce à la fenêtre d'état qui apparaît devant lui, et Perrault est surpris par sa capacité à identifier ces poisons rares. Jurien s'est vanté auprès de lui que cette information était une simple affaire pour lui. Bien qu'en réalité, il l'ait obtenue de la fenêtre qui lui apparaît. Jurien lui demande pourquoi il portait d'autres poisons si l'herbe Agnan seule suffisait à le tuer. Perrault explique que l'effet de l'herbe Agnan est lent et qu'une résistance peut se développer contre elle. Mais en la mélangeant avec du poison Nyakrakpa, son effet devient plus fort et plus furtif. Jurien en déduit que le mélange de poisons les rend plus forts et plus précis. Jurien demande à Perrault comment il a appris tout cela, et Perrault répond que lorsqu'il avait 8 ans, il a été vendu à la famille Levinton et formé sous la direction d'un maître des poisons là-bas. Il ajoute qu'il y avait environ 20 autres enfants, mais ils sont tous morts, et lui seul a survécu. Eurian réalise que Perrault nourrit une grande rancune envers la famille Levinton et qu'il s'est trouvé un outil utile. Jurien a félicité Perrault pour son bon travail, puis lui a permis de partir. Après avoir renvoyé Perrault, Jurien décide de commencer son entraînement. Il prend toutes les herbes toxiques et commence à les manger. Une fenêtre système avec des messages consécutifs apparaît l'informant qu'il a ingéré divers poisons et que le corps de 10 000 poisons divins les absorbe. Soudain, un avertissement de danger apparaît, l'obligeant à effectuer une méditation respiratoire immédiate. Jorian s'assoit et médite profondément, déterminé à atteindre la 2e étape de sa technique. Le lendemain matin, Eren entre pour réveiller Euron.
Elle est surprise de le voir assis torse nu en train de méditer. Elle est choquée de voir son corps, qui s'est transformé du jour au lendemain en un physique musclé. Une fenêtre système apparaît devant Euron, lui indiquant que l'énergie des 10 000 poisons divins a atteint le 2e stade, qu'il a acquis un nouvel art martial, le petit pas du dragon, et que plusieurs nouvelles techniques de poison ont été débloquées. Alors qu'Eren lui demande avec confusion ce qui se passe, elle sent une mauvaise odeur provenant de son corps. Euron se rend compte que ce que dit le roman est vrai. Lorsque l'énergie interne augmente et que les arts martiaux progressent, le corps expulse une grande quantité de déchets en même temps. Yurian réalisa que l'odeur était vraiment répugnante, alors il se déplaça pour ouvrir la fenêtre. Eren le supplie de ne rien faire et ordonne à Yurian d'aller à la salle de bain, et il lui dit d'y aller immédiatement. Après s'être nettoyé, il part avec Aron, et il se dirige vers le terrain d'entraînement. En chemin, Yurian commence à apprendre sa nouvelle compétence, le petit pas du dragon, un jeu de jambes spécial du clan Tang, parfait pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Yurian se sent ravi d'apprendre une compétence qui n'apparaît généralement que dans les romans de Wuxia et trouve que le simple fait d'imiter les mouvements lui procure une bonne sensation. Elle lui demande avec inquiétude s'il va bien. Eren remarque sa démarche étrange, qui ressemble à celle d'un ivrogne. Euron rit et l'assure qu'il va bien, mais elle reste inquiète et lui demande s'il est sûr d'aller au premier hall d'entraînement aujourd'hui. Soulignant qu'il sera bondé de chevaliers, Euron l'assure qu'il va bien et explique qu'il veut juste voir comment les autres chevaliers s'entraînent. À leur arrivée, les chevaliers stagiaires remarquent leur présence. L'un d'eux reconnaît Arin comme étant la servante du jeune maître, mais ils ne reconnaissent pas Euron au début. Au lieu de cela, se demandant l'identité de ce beau jeune homme, puis l'un d'eux se souvient des rumeurs selon lesquelles le jeune maître avait beaucoup maigri, et il réalise que ce jeune homme est Euron lui-même. Des murmures circulent parmi eux, exprimant leur incrédulité face à cette transformation, car il était aussi gros qu'un cochon il y a à peine un mois, et ils se demandent quel genre de magie il a utilisé. Grâce à son énergie interne, Euron peut entendre clairement tous leurs murmures. Il remarque un chevalier stagiaire s'entraînant sérieusement et avec compétence et commente qu'il deviendra bientôt un chevalier junior. Eren lui dit qu'il s'agit des positions de base à l'épée de la famille Rock et lui conseille de regarder attentivement. À ce moment-là, Euron se rend compte que ce chevalier n'est autre que Krié, l'un des personnages principaux de son roman et un futur allié du protagoniste. Euron n'avait rien écrit sur l'apparence de Krié avant qu'il ne rencontre le protagoniste et trouve intéressant qu'il ait été là tout le temps. Il voit sa présence comme une opportunité qui pourrait lui être utile plus tard. Euron se retourne vers les chevaliers qui murmuraient à son sujet et utilise l'œil du créateur pour constater que leurs niveaux d'affinité vont de l'hostilité au dégoût et à l'intention meurtrière. Euron décide que ces chevaliers seront son premier terrain d'essai. Alors qu'Euron regarde les chevaliers, il décide de commencer par tester le poison persistant, un poison qui se répand dans tous les organes une fois inhalé. Jurien choisit l'un des chevaliers pour être le premier à tester la compétence. Il active le poison persistant. Soudain, l'un des chevaliers tombe à genoux de douleur, et ses collègues se rassemblent autour de lui avec inquiétude, incitant les autres à suggérer d'appeler un prêtre. Le chevalier hurle de douleur intense, mais soudain le chevalier se lève car la douleur a complètement disparu, ce qui met en colère ses collègues qui l'accusent de leur faire perdre leur temps. Après le succès de sa première expérience, Euron décide de tester un autre poison. Cette fois, il choisit la fumée tueuse d'âme, un poison qui crée des illusions provoquant la peur et la confusion dans une plage spécifique. Il l'active pendant que les chevaliers se disputent encore. L'un des chevaliers a été surpris quand il a vu un monstre apparaître soudainement et se jeter sur lui. Les chevaliers commencent à hurler de terreur. Aron a été surpris par la réaction des chevaliers et n'a pas compris pourquoi il hurlait. Les chevaliers se sont effondrés au sol dans un état de panique. Alors qu'Aron reste perplexe, se demandant pourquoi ils agissent si étrangement, chacun d'eux voit des monstres, des démons et des squelettes. Les chevaliers ont été plongés dans un état de terreur absolue, incapables de penser ou d'agir. Après que les chevaliers se soient calmés et soient revenus à la raison, ils se regardent avec confusion, se demandant ce qui vient de se passer. Euron se rend compte que la poursuite du test pourrait conduire à une véritable effusion de sang et se sent satisfait de la puissance de ces poisons. Urien a dit à Eren qu'il devrait rentrer. Il dit à Eren que l'endroit est devenu trop bruyant, et qu'il préférerait aller au 4e hall d'entraînement. Sur le chemin du retour, une servante les appelle et lui dit qu'il a un visiteur. La servante l'informe que Lady Ilia Marcus est venue le voir. Pendant ce temps, Ilia l'attend à l'intérieur, déterminée à rompre définitivement leur fiançailles cette fois-ci. Quand Euron entre dans la pièce, Ilia le voit et est totalement choqué par sa nouvelle apparence, tandis qu'il la salue calmement. Mais Ilia ne l'avait pas encore reconnu. Lorsque la servante l'informe de l'arrivée de Lady Ilia pense à son fiancé, Ilia Marcus, qui est doué avec ses poings. Il se souvient qu'à cette époque dans l'histoire originale, Ilia a commencé à exiger l'annulation de leurs fiançailles, mais l'Orion original n'a cessé de refuser. Yurion soupire car il n'avait pas d'autre choix que de l'affronter. Quand il la rencontre, Elia est tellement choquée par sa nouvelle apparence qu'elle ne le reconnaît pas et lui demande qui il est. Yurion lui dit calmement que c'est lui, ce qui la rend encore plus confuse. Elle lui dit qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle il avait perdu du poids grâce à l'entraînement, mais elle pensait que c'était faux.
Elle se demande comment il a pu changer autant en moins de 2 mois. Elia répond simplement qu'il a travaillé dur, et Elia est surprise par sa réponse. Il explique qu'après avoir été battu par elle, il a beaucoup réfléchi et a décidé de changer. Elia doute de ses intentions, pensant qu'il essaie peut-être de se battre pour se venger, ce que Urian nie avec véhémence. Puis, étonnamment, il s'agenouille devant elle, exprimant sa gratitude. Il lui dit que grâce à elle, il a pu reprendre ses esprits, et il s'excuse sincèrement pour ce qui s'est passé à l'époque. Il ajoute que si elle souhaite rompre les fiançailles à cause de cet incident, il acceptera sa décision. Alia, complètement déconcerté, lui demande qui il est vraiment, ce à quoi il répond, Urian Rock, l'ancien voyou. Euron s'excusa abondamment auprès d'elle, et Alia fut stupéfaite par son changement. Euron se dit que bien que ce qui s'est passé ne soit pas de sa faute, mais de la faute du propriétaire du corps d'origine, il y a une raison qui le pousse à demander pardon de cette manière. Euron utilise l'œil du créateur et voit la fenêtre de statue d'Alia, qui révèle ses traits, sa beauté renversante et sa reine de l'épée, et son niveau de préférence pour lui est de -16, la haine. Euron se rend compte qu'Alia n'est pas une héroïne ordinaire. Le trait de la reine de l'épée la rend continuellement plus forte. Et plus tard dans l'histoire, elle sauve le protagoniste déchu et bat l'un des principaux méchants grâce à ce trait. Par conséquent, il pense que même s'ils rompent leurs fiançailles, il est préférable de réparer leur relation et de faire d'elle son allié. Elia lui ordonne de se lever et lui demande s'il est sérieux au sujet de ce qu'il a dit. Urian confirme son sérieux et le jure, alors Elia exige avec colère qu'il prête un véritable serment. Alors qu'Elia le met sous pression avec son aura suffocante, Urian pense que cette scène lui semble familière. Elia le menaça que sa vie à partir de maintenant ne serait plus la même. Et s'il rompait son serment, elle n'hésiterait pas à l'éliminer elle-même. Il se souvient que c'est le même dialogue qu'Elia a dit au protagoniste du roman original, pas à Euron. Sous la pression intense, Euron décide d'utiliser sa technique interne, l'énergie des 10 000 poisons divins, pour résister facilement à l'aura d'Alia. Alia est très surprise quand elle sent que son aura a été repoussée et se demande comment cela a pu arriver. Urian trouve l'occasion parfaite pour jurer qu'il ne reviendra pas à ses anciennes habitudes. Après s'être calmé, Elia lui dit timidement qu'elle va le surveiller et l'avertit que s'il fait une autre erreur, les fiançailles seront rompues sans condition. Puis elle part. Urian a été surpris quand il a réalisé qu'Alia n'avait pas l'intention de rompre les fiançailles. Après son départ, elle rencontre le marquis, qui lui demande si elle a pris sa décision concernant les fiançailles. Elle lui dit qu'elle a décidé de ne pas les rompre. Le marquis a été surpris par la réponse. Quand le marquis lui demande la raison, Elia admet qu'elle ne la comprend pas entièrement elle-même. Elle explique qu'elle a entendu une rumeur à propos de son changement et voulait voir par elle-même, se demandant s'il était redevenu la personnalité gentille et faible qu'il avait dans son enfance. Mais elle a trouvé qu'il était une personne complètement différente, c'est pourquoi elle a décidé de lui faire confiance cette fois. Le marquis lui a demandé si elle était sûre de ce qu'elle disait, et elle a répondu par l'affirmative. Elle ajoute que s'il redevient un vaurien, elle le battra à mort de ses propres mains. Le marquis rit joyeusement, admirant sa forte personnalité, et lui demande de bien prendre soin d'Euron. Elia refuse l'offre du marquis de rester quelques jours, expliquant qu'elle a dit à son père qu'elle venait rompre les fiançailles, donc la situation serait embarrassante. Le marquis lui demande de voir Jurien avant son départ, mais elle refuse à nouveau, disant qu'il s'entraîne et qu'elle ne veut pas le déranger. Plus tard, le marquis convoque Jurien. Il plaisante d'abord avec lui, faisant semblant de ne pas le connaître. Jurien est devenu anxieux, craignant que son père ait découvert la vérité. Puis il rit et lui dit qu'il est fier des grands efforts qu'il a déployés. Le marquis lui demande s'il sait pourquoi il a été convoqué, et Urian répond qu'il croit qu'il est temps de commencer sa formation de chevalier. Le marquis est surpris par l'intelligence de son fils et lui dit qu'il est temps d'apprendre les arts de l'escrime de la famille Rox, mais Jurien lui dit qu'il a autre chose dont il aimerait discuter. Le marquis est choqué quand Jurien lui dit qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Jurien a fermement confirmé sa décision. Le marquis refuse catégoriquement. Décrivant les arts du lancer comme un truc bon marché utilisé par les voleurs, il ajoute qu'une compétence primitive comme le lancer de poignard ne pourrait même pas pénétrer l'armure d'un chevalier, et encore moins les écailles d'un monstre de bas niveau comme un burak. À ce moment-là, Urian propose un pari. Qu'il puisse ou non chasser un burak avec un poignard, le marquis qualifie l'obstination de son fils d'inutile, affirmant que la lame d'un guerrier a besoin d'une aura pour détruire les écailles d'un burak, et que même s'il s'entraînait aux arts du lancer pendant 100 ans, il ne serait jamais capable de les pénétrer. Jurien insiste sur le pari, soulignant que le marquis gagnerait sûrement dans ce cas, il devrait donc accepter le pari. Le marquis finit par accepter, voyant cela comme une opportunité de briser l'obstination de son fils. Ils se mettent d'accord sur les termes du pari. Si Jurien réussit à chasser le burak, il l'entraînera lui-même à partir de maintenant. Mais s'il échoue, il suivra la volonté du marquis. Jurien est ravi et décide de se préparer pour le test pratique du lendemain. Jurien se demandait combien de tentatives il lui faudrait pour pénétrer les écailles de borax. Il prévoit de manger des herbes vénéneuses cachées cette nuit pour élever le niveau de son énergie des 10 000 poisons divins à la 3e étoile.
Aaron vient plus tard le voir avec un message de la marquise, fixant l'heure du test à 12 heures dans le premier hall d'entraînement. Euron lui demande si elle connaît les détails du pari, et elle lui dit que tout le palais est au courant et que tout le monde rit et parle de la façon dont Euron va mouiller son pantalon de peur ou s'enfuir en voyant le Burak. Elle lui dit qu'il est toujours l'ennemi public aux yeux de tous. Il lui demande si ces gens viendront regarder, et elle confirme que la salle sera pleine à craquer parce que le marquis n'a pas interdit la présence. Yurian s'est énervé, marmonnant pour lui-même que ce qu'il voyait s'était déjà transformé en une scène spectaculaire. Yurien demande son opinion, et elle répond qu'elle croit que demain sera son jour. Cette nuit-là, Yurien atteint la 3e étoile dans sa technique. Le jour du pari, la salle d'entraînement était remplie de monde. Le marquis demande à Yurien s'il est prêt. Yurien remarque le grand nombre de participants, et le marquis affirme qu'il a seulement parlé à son mage personnel et que la nouvelle s'est en quelque sorte répandue. Il l'avertit de ne pas s'embarrasser devant tout le monde. Après cela, un aîné commence le rituel d'invocation. Euron regarde, fasciné, car c'est la première fois qu'il voit de la magie en personne. Soudain, un énorme monstre a déchiré l'endroit, soulevant un épais nuage de poussière entrecoupé d'une aura saturée de charges électriques. Ce qui est encore plus surprenant pour lui, c'est qu'il verra le monstre qu'il a lui-même créé en tant qu'auteur de ses propres yeux. Le monstre Burak apparaît, un monstre océanique mesurant 150 cm de haut. La foule panique devant son apparence grotesque, mais Yurian le regarde avec curiosité. Il se souvient avoir créé ce monstre à la hâte en mangeant des sashimi dans un restaurant quand il était à court d'idées. Il pense même que sans ses bras et ses jambes, il aurait pu avoir l'air un peu mignon. Soudain, le Burak attaque, et la foule hurle, mais le marquis empêche les chevaliers d'intervenir. Yurian a grogné que le monstre lui avait tendu une embuscade sans aucun avertissement préalable. Yurian remarque que le monstre n'est pas très rapide et décide de tester d'abord la dureté de ses écailles. Quand il se concentre, un nouveau réticule apparaît devant lui, indiquant le point faible du monstre. Il décide d'essayer de le viser. Il lance son poignard avec une extrême précision vers le point faible. Le monstre a été touché par le poignard et a sauté de l'intensité de la douleur. Le monstre meurt instantanément. Yurian est surpris de l'avoir achevé avec un seul coup. Un silence stupéfait s'abat sur la salle, puis la foule éclate en applaudissements, déclarant que le jeune maître a réussi à chasser le Burak et que ce qu'il a fait était absolument incroyable. Jurien se tient victorieux alors que tout le monde crie son nom. Dans un état d'incrédulité, le marquis demande à Jurien comment il a fait ça. Jurien répond simplement qu'il a bien visé et touché la cible. Le marquis refuse d'accepter le résultat. Considérant qu'il est illogique qu'un Burak meure d'un seul poignard, Yurion profite de la présence de la foule et laisse entendre bruyamment que le grand marquis ne reviendrait sûrement pas sur sa parole. Le commandant des chevaliers essaie de sauver la situation, soulignant que le poignard d'Euron a atterri précisément sous le bras baroque où il n'y avait pas d'écaille, et que ce qui s'est passé n'était que de la chance. Le marquis insiste pour refaire le pari, mais Euron refuse. Le marquis propose alors d'ajouter une nouvelle promesse au pari. Si Euron gagne à nouveau, il lui accordera un vœu, quel qu'il soit. Mais si Eurion perd, il doit apprendre l'escrime comme prévu à l'origine. Le marquis ajoute que l'adversaire cette fois ne sera pas un Burak, mais un chevalier. Il demande à Eurion s'il acceptera le pari, et Eurion accepte. Euron voit cela comme une opportunité, surtout quand il remarque que le commandant des chevaliers Karok est dans le public et pense que cela pourrait être une chance de briser la fierté de Karok. Mais il renonce à cette idée, réalisant qu'il serait peut-être préférable de le laisser tranquille pour l'instant afin de s'assurer qu'il continue à recevoir son approvisionnement en poison par l'intermédiaire de Perrault. Eurion dit au marquis qu'il comprend qu'affronter un chevalier officiel serait trop difficile pour lui et suggère plutôt qu'il affronte un chevalier stagiaire pour que le duel soit équitable. Eurion est surpris de réaliser qu'il en est arrivé au point d'affronter un apprenti chevalier. Il demande alors au marquis de lui permettre de choisir lui-même le chevalier. Lorsque les marquis lui demandent son choix, Euron annonce qu'il choisira Crier. Crier est convoqué et s'avance respectueusement. Le marquis lui donne une mission. Crier, avec tout son courage, accepte n'importe quelle mission que le marquis lui confie. Le marquis lui dit que la mission est d'affronter ce garçon et de corriger ses mauvaises habitudes. Crier est choqué par cet ordre. Le marquis remarque l'inquiétude de Crier et lui demande s'il peut mener à bien la mission, mais il accepte de l'exécuter après que le marquis insiste. Yurion rassure Crier et lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Alors qu'Yurion et Crier se préparent pour le duel, Yurion annonce qu'il ne lancera que 3 dagues. Et si Crier peut tous les bloquer, il se considérera comme le perdant. Cette annonce met en colère le marquis qui y voit de l'arrogance et exhorte Crier à lui donner une leçon. Le public partage l'enthousiasme du marquis, applaudissant Crier et le menaçant de ne pas le nourrir ou de le punir s'il perd. Au milieu du tumulte, Euron entend la voix d'une femme lui souhaitant bonne chance, ce qui lui plaît. Lorsque le duel commence, Euron se prépare à lancer la première dague. Il utilise l'œil du créateur pour examiner son adversaire, mais est surpris de voir de nombreuses marques de ciblage sur le corps de Creed. Contrairement au monstre Burak, qui n'en avait qu'un, il se rend compte que cibler l'un de ses points entraînerait la mort de Creed, ce qu'il ne souhaite pas. Par conséquent, il décide de viser directement l'épée de Crier. Eurion lance la première dague avec une force immense, et lorsqu'elle entre en collision avec l'épée de Crier,
Crier est repoussé de plusieurs pas, et un bruit sourd comme un canon se fait entendre. Le marquis est choqué et reste debout à sa place, stupéfait par l'énorme puissance qui émane d'une simple dague. Crier tremble sous le choc de la dague qui a frappé son épée, y faisant même une fissure. Orion dit à Crier que cette frappe n'était qu'un avertissement de ne pas se reposer sur ses lauriers en matière de défense. Il se prépare ensuite pour le deuxième lancer, annonçant que cette fois, il lancera avec toute sa puissance. Urien est convaincu que Creed, en tant que personnage principal, ne mourra pas de ce coup. Urien utilise la compétence de frappe directe et lance la deuxième dague. Creed réalisa que la puissance de la dague était immense. Et malgré sa tentative de la bloquer, l'épée de Crier se brise à l'impact. Au milieu de l'étonnement des spectateurs et de la marquise, il est jeté au sol à genoux, mettant fin au duel en laissant tomber son épée au milieu de la perplexité de la marquise. Après la défaite de Crier, le marquis demande à parler avec Euron en privé, mais Crier intervient, objectant que le pari n'est pas encore terminé et qu'il reste encore une dague. La marquise essaie de mettre fin au duel, mais Euron décide de demander directement à Crier. Euron demande à Crier de relever la tête et lui demande s'il acceptera ce résultat non concluant. Crier ne trouva aucun moyen de répondre car il se sentait incapable d'affronter Euron, lui rappelant que ce qui fait un chevalier, c'est d'atteindre un résultat final, qu'il s'agisse de la victoire ou de la défaite. En lui demandant s'il abandonnerait ainsi, Crier retrouve sa détermination et demande une nouvelle épée, déclarant qu'il ne se retirera pas de cette manière. Soudain, Crier éveille son aura à l'étonnement des personnes présentes. Euron réalise que cela correspond parfaitement à l'histoire qu'il a écrite, où le trait de berserker de Crier se manifeste lorsqu'il atteint sa limite absolue. Euron voit cela comme une opportunité de tester ses techniques avancées. Alors que Crier se prépare avec son aura flamboyante, qui équivaut au talent d'un chevalier chevronné, le marquis se sent inquiet pour Euron, incertain de la façon dont il agirait. Alors qu'Euron semblait totalement confiant en lui, il demande à Euron de lancer la dernière dague. Euron, à son tour, se prépare et lance la dague en utilisant la technique de la montagne courbée, une technique qui fait tourner la dague sur une trajectoire imprévisible. Crier et le marquis sont surpris par cette technique. Crier se sentit en colère parce qu'il pensait qu'Euron se moquait de lui. Crier balança son épée de toutes ses forces vers la dague, mais la dague changea de direction dans les airs et évita le coup de son épée. Crier fut surpris que la dague se soit enfoncée dans son épaule, lui causant une douleur intense pour laquelle il n'arrêtait pas de crier. Le public est confus, estimant que le lancer était lent et que Creed réagit de manière excessive. Jurien pense que la douleur que ressent Creed doit être immense car il a utilisé une plus grande quantité d'énergie interne dans ce lancer. Avant que le duel ne puisse continuer, le marquis intervient, disant à Euron qu'il a gagné le pari et que leur discussion aura lieu plus tard. Après le duel, Euron s'approche de Creed, qui souffre toujours, et pose sa main sur lui en utilisant la technique d'absorption d'énergie interne pour soulager sa douleur. La douleur disparaît soudainement, et Crier remercie chaleureusement Jürgen et s'excuse auprès de lui. Crier admet que lorsqu'il a vu la dague voler lentement pour la première fois, il a pensé que Jürgen se moquait de lui, mais il se rend maintenant compte que c'était une technique divine magistrale. Crier conclut qu'il est impossible d'apprendre une telle technique en peu de temps, et donc, Euron avait caché ses compétences tout ce temps. Creed continue de développer sa théorie, se demandant s'il existe une organisation secrète ciblant la famille des marquises et qu'Euron avait caché son pouvoir jusqu'à présent dans le cadre d'un grand sacrifice pour protéger la famille. Jurien est émerveillé par l'imagination débordante de Creed et réalise que sa personnalité penche vers l'amour des théories du complot. Creed offre ses services à Jurien, s'engageant à l'aider à combattre toute organisation secrète à l'avenir. À ce moment-là, Euron remarque que le niveau d'affinité de Creed est passé à 26, favorable. Euron n'a pas essayé de corriger les paroles de Creed, se contentant de lui dire au revoir en disant qu'il le reverrait plus tard. Après le départ de Creed, criant qu'il répandra la vérité selon laquelle le jeune maître n'a jamais été un scélérat, Euron décide que c'est une bonne idée de se rapprocher de Crier, qui deviendra plus tard un chevalier extrêmement puissant. Arin a loué sa performance, encourageant Euron à dire qu'il s'était bien comporté dans la bataille. Arin interroge Euron sur la technique qu'il a utilisée à la fin du duel. Euron lui dit que c'est une nouvelle technique et lui demande son avis à ce sujet. Arin répond qu'elle a effectué un duel virtuel dans sa tête, et si elle avait affronté cette technique pour la première fois sans la voir, elle aurait été vaincue. Mais maintenant, elle est capable de la bloquer. Jurien réalise que c'est grâce au trait d'esprit clair rare et puissant qu'elle possède. Euron lui rappelle qu'elle a reçu une éducation chevaleresque depuis son plus jeune âge, et si elle n'était pas devenue sa servante personnelle, elle serait chevalier maintenant. Il lui demande si elle est satisfaite de sa situation actuelle, et elle est surprise par sa question. Plus tard, dans le bureau du marquis, le marquis convoque Jurien dans son bureau. Il le gronde initialement pour l'avoir appelé Monseigneur au lieu de père lorsqu'ils sont seuls. Jurien a été surpris par la tentative du marquis de l'approcher cordialement, mais il s'est adressé à lui d'une manière très normale comme il le souhaitait. Puis il lui pose sérieusement des questions sur la technique qu'il a utilisée lors du duel, notant qu'il a fouillé dans des livres et n'a trouvé aucune technique de lancer avec un mouvement aussi magistral. Il ajoute qu'il est impossible d'apprendre une telle compétence seul en un seul mois, peu importe à quel point il est un génie.
Lorsque le marquis exige de connaître la vérité derrière la technique de Jurien, Jurien lui dit qu'il ne peut pas dire toute la vérité, mais il avait préparé une histoire car il avait anticipé la situation. Il lui dit qu'il a trouvé un livre. Jurien explique qu'il cherchait dans la bibliothèque supérieure de la famille des méthodes d'entraînement efficaces lorsqu'il est tombé sur un livre gisant sur le sol. Cela a fait tomber un autre livre de l'étagère supérieure, et ce livre était sans titre mais comportait d'étranges gravures. Sans réfléchir, il l'ouvrit, et une lumière en émana, et quelque chose fut absorbé dans sa tête. Après cela, le livre a disparu. Le marquis conclut avec étonnement que ce livre était un grimoire. Jurien se dit que, bien sûr, il sait ce qu'est un grimoire car c'est lui qui a créé ce décor dans l'histoire où des mages distinguent et gravent leurs techniques dans des livres pour les transmettre. Le marquis est convaincu par l'histoire, commentant que la bibliothèque du grenier contient tellement de livres collectionnés par ses ancêtres qu'il ne sait pas lui-même tout ce qu'elle contient, et que Jurien ait trouvé ce livre était un grand coup de chance. Jurien est d'accord, disant qu'il a en effet touché le jackpot. Le marquis dit à Euron qu'il honorera sa promesse et ne le forcera plus à apprendre l'escrime. Et sur la base de la promesse supplémentaire, il demande à Euron de lui dire son souhait. Euron répond qu'il veut le poste d'héritier. Le marquis est choqué par cette demande, alors Euron lui demande sarcastiquement s'il ne lui accordera pas son souhait. Le marquis répond hésitant qu'il devra l'accorder car cela relève de son autorité. Euron remarque le malaise de son père et lui dit que sa prise de position d'héritier lui causera des problèmes car beaucoup s'y opposeront, et Lady Canna provoquera un énorme scandale. Par conséquent, il déclare qu'il abandonnera ce souhait cette fois-ci. Le marquis se sent soulagé et le remercie chaleureusement. Euron pense à la vérité, qui est qu'il ne se soucie pas du tout du poste d'héritier, car cela signifierait passer ses journées à apprendre à gérer les affaires du marquisat, une vie sans liberté. Jurien pense qu'au lieu de devenir l'héritier, il préférerait utiliser son temps à maîtriser les arts du clan Tang du Sichuan et à parcourir le monde à la recherche d'opportunités. Le marquis lui demande de lui faire part d'un autre souhait. Jurien dit à son père qu'il prévoit de créer son propre ordre de chevalerie et souhaite nommer Arin et crier comme ses chevaliers. Le marquis considère cette requête comme plus facile que le poste d'héritier et accepte, admettant que le talent d'Erin est trop grand pour qu'elle reste une simple servante personnelle. Euron remercie son père. Lorsque le marquis demande qui deviendra le nouveau serviteur personnel d'Euron, car il n'y a actuellement aucun serviteur disponible, Euron suggère une personne nommée Perrault qui travaille dans la cuisine. Il demande à son père de faire comme si le marquis avait choisi Perrault par hasard, et non à sa propre demande. Son père s'inquiéta et lui demanda s'il s'était passé quelque chose, ce à quoi Jurien répondit qu'il lui expliquerait plus tard. Le marquis accepte sa demande sans poser d'autres questions, montrant sa confiance croissante en Euron, ce qui est confirmé par la fenêtre d'état indiquant que le niveau d'affinité du marquis a atteint 74 de confiance. Plus tard, Euron rassemble Arène et Crier et annonce qu'ils sont devenus membres de son ordre de chevalerie personnel et leur demande de s'entraîner dur comme d'habitude. Il leur présente ensuite son nouveau serviteur personnel, Perrault. Eren se méfie toujours de Perrault. C'était parce qu'elle avait précédemment demandé à Euron si elle pouvait lui poser une question. Eren demande à Euron pourquoi il a spécifiquement choisi Perrault pour la remplacer, et Euron révèle calmement la vérité, expliquant que Perrault est un espion. Eren a été choquée par sa réponse car elle ne s'y attendait pas. Euron a poursuivi en disant que Perrault avait été envoyé par le commandant des chevaliers Carax et Lady Kaina pour l'assassiner. Eren est choqué et se demande pourquoi il le garde si près, ce à quoi Orion répond avec un sourire que maintenant il n'écoute plus que ses propres ordres. Après cela, Crier demande à poser une question. Orion ne s'oppose pas aux questions. Crier souligne que bien que l'ordre ne soit composé que de 2 membres, il devrait au moins y avoir un vice-capitaine. Il explique que ce poste, selon la tradition, devrait revenir à la personne la plus compétente, mais il trouve qu'Arin a l'air jeune et faible et pas du tout fort. Euron est d'accord avec la logique de Crier, ce qui incite Crier à demander un défi pour le poste. Après qu'Arin ait vaincu Crier en duel, Arin lui conseille que ses schémas d'attaque sont trop simples et peuvent être facilement lus. Creed admet sa défaite. Euron annonce que le capitaine de l'ordre de chevalerie est désormais décidé, et c'est Arin, et tout le monde l'applaudit. Ensuite, Perrault part préparer le dîner et Euron décide de tester une nouvelle technique. Euron regarde Perrault s'éloigner et sent son énergie vitale, son ki. Il décide d'utiliser la transmission sonore secrète, une technique tirée des romans de Wuxia qui permet de transmettre le son directement à l'oreille de l'adversaire en utilisant l'énergie interne au lieu du son. Jurien appelle Perrault en utilisant cette technique, et Perrault panique. Lorsqu'il entend la voix résonner dans sa tête, Urien lui dit qu'il communique avec elle par télépathie. Il pense que c'est une forme de magie noire. Urien profite de sa peur et abonde dans ce sens, faisant croire à Perrault que son maître est un magicien noir qui contrôle les poisons. Euron a été surpris par l'analyse de Perrault et l'a laissé penser comme il le souhaitait sans correction. Euron lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt, et Perrault lui dit qu'il a à peine réussi à préparer l'esprit de serpent, un poison extrait de 100 serpents venimeux. Jurien lui ordonne de l'ajouter généreusement à la chaise et à la soupe qu'il mangera. Perrault s'est senti nerveux et s'est empressé de répondre à sa demande. Cette nuit-là, Jurien médite et se rend compte que son énergie interne ne progresse pas aussi vite qu'il l'espérait après avoir atteint la 3e étoile.
Et avec la réalisation qu'une crise mondiale est imminente, il décide qu'il est temps de quitter le marquisite pour chercher des opportunités de développer son pouvoir. Euron dit à son père qu'il prévoit de sortir pendant un certain temps. Le marquis demande s'il a l'intention d'aller au village du marquis, et Euron est d'accord. Euron s'enquiert de la durée de son absence. Cachant son intention de voyager loin, il lui dit qu'il prévoit de s'absenter pendant une semaine. Le marquis accepte sa demande, considérant qu'il mérite une pause après son dur entraînement, puis lui demande comment gérer les gardes. Jurian attendait cette question et répond qu'il n'a pas besoin d'un garde spécial, ce qui surprend le marquis. Le marquis rejette fermement l'idée qu'Euron voyage sans garde, lui rappelant qu'il est l'héritier de la famille Rock. Euron explique qu'il n'aura pas besoin d'escorte car il ne va que dans le village voisin. Le marquis explique que le monde est un endroit terrifiant, le mettant en garde contre le danger d'être empoisonné. Jurien pense que le poison ne l'affecte pas, mais il se rend compte qu'il sera difficile de convaincre son père, alors il accepte à contre-cœur de prendre un garde. Jurien lui dit qu'il partira dans 2 jours et le marquis accepte de préparer les gardes pour lui. Dans sa chambre, Euron décide de s'éclipser le lendemain au lieu d'attendre le garde. Il convoque Perrault et lui dit qu'il part en voyage et qu'il a besoin d'argent. Euron lui rappelle l'argent que Caro lui a donné pour nourrir les serpents. Euron lui demande s'il refusera sa demande. Perrault accepte de lui prêter l'argent immédiatement. Euron lui pose également des questions sur cette chose, soulignant qu'il a vu le sac spatial partiel que possède Perrault lorsqu'il a sorti les herbes vénéneuses. C'est un sac magique qui peut stocker une grande quantité de bagages. Perrault accepte également de lui prêter le sac. Après que Jurien ait obtenu ce qu'il veut, il donne à Perrault un faux antidote suffisant pour un mois, qui n'est en fait que des feuilles séchées. Jurien dit à Perrault qu'il apprécie ses efforts jusqu'à présent et qu'il comptera sur lui à partir de ce moment. Il lui promet qu'il lui donnera bientôt une guérison complète. À l'aube du lendemain, Euron laisse une note et s'éclipse du palais. Alors qu'il traverse le jardin vide, il n'a rencontré personne dans le jardin comme prévu. Puis un vieux jardinier le salue. Jurien a rendu sa salutation. Jurien sent une forte aura émanant du jardinier, mais il décide de l'ignorer pour l'instant. Jurien quitte pour la première fois de sa vie le territoire du marquisat et se dirige vers la tour de magie du village voisin. À son arrivée, il dit à la réceptionniste qu'il souhaite utiliser la téléportation, la distorsion. L'employé lui a demandé s'il l'avait déjà utilisée et il a répondu par la négative. Lorsque l'employé de la tour de magie lui demande sa destination, Euron lui dit qu'il veut aller au château d'Os. L'employé note que la destination est lointaine et l'informe que le coût est de 50 pièces d'or. Jurien paie le montant, qu'il considère exorbitant, et enregistre un faux nom, Polion, le nom qu'il utilisait dans les jeux en ligne. L'employé le conduit à la salle de téléportation et lui dit qu'il arrivera quand il entendra un coup. Jurien entre dans la pièce, et après quelques instants, il entend une voix lui dire qu'il est arrivé. Il sort et se retrouve dans une autre tour de magie où un employé du château d'Os l'accueille. Jurien est surpris de n'avoir rien senti pendant la téléportation, et l'employé lui dit fièrement que cette sensation de confort pendant la téléportation est la fierté de leur tour de magie. Jurien était surpris que ce soit aussi facile. Jurien se demandait pourquoi il ressentait une sensation de torsion au lieu du confort habituel. Puis l'employé s'adressa à lui souhaitant la bienvenue et un agréable voyage. Jurien sort pour explorer le château d'Os et remarque qu'il est situé dans la région occidentale, contrairement au marquisat, que l'architecture est différente et que la ville est bondée de monde. Il commence à chercher l'atelier de licorne dans l'allée du forgeron. Après une longue recherche jusqu'à la nuit, il ne parvient pas à le trouver. Il décide de vérifier la dernière allée restante. Là, il trouve un forgeron en train de travailler. Le forgeron lui a demandé s'il était un client. Jurien lui dit qu'il voulait se renseigner sur l'un des forgerons ici et lui demande s'il connaît un atelier appelé l'atelier de licorne. Le forgeron répond qu'à sa connaissance, il n'y a pas d'atelier portant ce nom à proximité. Euron est déçu, mais le forgeron ajoute ensuite que c'est le nom qu'il prévoyait d'utiliser bientôt pour sa boutique. Euron réalise qu'il a trouvé la bonne personne. Il utilise l'œil du créateur pour examiner le forgeron, et une fenêtre d'état apparaît révélant que son nom est Jaronox, et il possède les traits de fabrication d'équipements de guerre et d'affinité avec le feu en plus d'autres compétences. Urien demande à Jaronox s'il peut jeter un coup d'œil aux armes qu'il vend, et le forgeron accepte et l'accueille à l'intérieur. Lorsque Jurien entre dans l'atelier du forgeron, il interroge Jaronox sur son activité. Jaronox admet que les affaires ne sont pas bonnes. Sa boutique est située dans un coin isolé, et ses compétences ne sont pas les meilleures. Il ajoute que les clients qui viennent jettent un coup d'œil puis s'en vont, et il ne sait pas combien de temps il peut continuer comme ça. Eurion jette un coup d'œil aux armes exposées et se rend compte qu'elles ne sont pas ordinaires du tout. En utilisant l'œil du créateur, il voit des informations sur les épées. Les 3 épées d'esprit du vent sont bénies par l'esprit du vent sylphe et augmentent la vitesse d'attaque, le mouvement et l'agilité. Il y a aussi la grande épée d'esprit de flamme bénie par l'esprit du feu salamandre, qui augmente la force, l'endurance et la durabilité. Euron demande à Jaronox s'il les a fabriquées. Jaronox le confirme, mais les décrit comme des échecs. Il explique que les épées sont devenues étrangement lourdes après avoir été fabriquées au point que même les personnes fortes peuvent à peine les soulever, c'est pourquoi personne ne les achète. Euron pense que ce n'est pas un échec,
mais que les épées n'ont pas encore trouvé une personne digne qui puisse révéler leur véritable pouvoir. Euron décide d'acheter les épées, croyant qu'elles seraient parfaites pour Aron écrier. Mais il réalise que ce ne sont pas les trésors qu'il recherche vraiment. Il demande à Jaronox s'il a des armes très rouillées. Jaronox est surpris par la demande, mais lui montre un tas de ferraille qu'il prévoyait de vendre comme bois de chauffage. Euron examine les armes, pensant que les choses se passent exactement comme il l'avait prévu dans son histoire, et trouve ce qu'il cherche. Jaronox lui dit qu'il n'a pas fabriqué cette arme, mais qu'il l'a trouvée dans le stockage et qu'il prévoyait de s'en débarrasser. Euron décide de prendre cette arme aussi. Jaronox lui offre tout pour seulement 2 pièces d'or. Euron pense que c'est une bonne affaire car la valeur réelle de cette arme dépasse 200 pièces d'or. Euron change son plan. Euron réalise que ce qui l'intéresse vraiment, ce ne sont pas les armes, mais le forgeron lui-même. Il propose à Jaronox, qui souffre de difficultés financières, de fermer son atelier et de travailler pour lui comme son forgeron privé. Jaronox est surpris par cette offre soudaine. Le forgeron dit à Euron qu'il n'avait pas ignoré la possibilité de fermer, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Pour le convaincre, Euron se présente officiellement. Je suis Euron Rox de la famille Rox, la lance invincible, protecteur du Sud. Jaronox est choqué quand il réalise qu'il parle à un membre de la famille du marquis Rox. Après qu'Euron révèle son identité, Jaronox s'agenouille devant lui en demandant pardon car il n'avait jamais imaginé qu'une personne de sa stature visiterait son humble atelier. Euron est surpris par sa réaction et lui demande de se lever, mais Jaronox insiste pour rester ainsi et demande ce qu'il veut. Alors Euron accepte à contre-cœur. Jaronox demande pourquoi quelqu'un comme Euron voudrait embaucher un pauvre forgeron comme lui, et Euron répond que c'est à cause de son talent spécial. Jaronox nie avoir du talent, disant qu'il se fait gronder par son maître tous les jours. Jürgen a réalisé que sa formation n'était pas seulement stricte. C'était l'incarnation de la rigueur. Jürgen explique qu'il a visité de nombreux ateliers de forgerons aujourd'hui, mais l'arme de Jaronox s'est démarquée des autres en raison de la sincérité évidente de leur fabrication. Il loue la précision de son travail, notamment dans l'enveloppement des poignées d'épée, ce qui est important pour empêcher l'arme de glisser. Euron lui dit qu'il croit qu'il réveillera un talent spécial un jour. Euron se demanda, « Je viens d'inventer ça sur le coup. Est-ce que ça va marcher ?» Jaronox est ému par ces mots et accepte de le suivre, mais il note qu'Euron est complètement différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet, le qualifiant de délinquant. Euron décide de lui montrer quelque chose d'intéressant. Il prend le poignard rouillé qu'il a acheté et prononce le mot « éveil ». Le poignard se transforme en une arme légendaire brillante appelée Agnès, le vestige de nombreuses formes. Jaronox est surpris tandis qu'Euron pense que cette arme, l'épée d'Ego légendaire, était censée être obtenue par le protagoniste original du roman. Une fenêtre système apparaît demandant à Euron s'il veut procéder et conclure un contrat spirituel avec Agnès, et il accepte. Après un éclair de lumière, Euron entend une voix en colère dans sa tête se demandant qui il est et comment il ose conclure un contrat avec elle. Euron est surpris que la voix ne soit pas celle d'une fille mignonne comme il l'avait écrit dans son histoire, mais d'une voix impolie. Agnès le gronde, lui disant qu'il n'a pas une once de talent, et Euron réalise qu'elle est en colère parce qu'elle ne peut détecter aucun mana de lui. Agnès se demandait pourquoi quelqu'un comme lui serait un jour capable de conclure un contrat avec elle. Agnès lui demande comment il connaissait son emplacement et l'incantation nécessaire pour la libérer. Euron répond qu'il l'a entendu du grand prophète, un paramètre supplémentaire qu'il avait mis dans l'histoire pour assurer la cohérence. Agnès continue de l'insulter, se demandant pourquoi le grand prophète perdrait son temps avec une personne inutile comme lui. Euron demande si elle sait ce qu'il peut faire, puis se répond avec confiance que, bien sûr, il sait plus qu'il est celui qui a écrit ces paramètres. Il explique qu'Agnès peut se diviser en 2 armes distinctes, et chacune peut se transformer en n'importe quelle arme que son porteur imagine. Dans l'histoire originale, le protagoniste l'utilisait comme une épée et un bouclier. Euron dit à Agnès qu'il sait que si son sous-corps est perdu, il retourne toujours à son corps principal. Agnès insiste sur le fait que sa connaissance est inutile car elle ne peut être utilisée qu'avec du mana, dont Euron manque. Elle lui a dit d'abandonner, mais Euron lui dit qu'elle est ennuyeuse et utilise son énergie interne pour la forcer à se transformer en anneau, ce qui lui cause une douleur intense. Agnès crie de surprise, sentant la chaleur de l'énergie d'Euron comme si elle fondait. Euron se rend compte que les arts martiaux peuvent remplacer le mana pour activer les capacités d'Agnès. Après cela, Euron finalise ses arrangements avec Jaronox, lui disant qu'il aura besoin de 2 jours pour terminer ses affaires. Ils conviennent de se rencontrer devant le parc central du château d'Os dans 2 jours à midi. Alors qu'Urian erre dans le parc, il est surpris d'y voir Alia. Elena a été surprise et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Urian a senti que la situation devant Central Park lui semblait familière. Il se souvient que c'est là que le protagoniste original était censé rencontrer Elia pour la première fois, et il se rend compte que le chemin de l'histoire principale a changé d'une manière ou d'une autre. Elia lui demande avec colère ce qu'il fait ici. Urian répond qu'il est venu chercher un forgeron. Elia est surprise par cela, soulignant que la famille Rock a beaucoup de forgerons. Urian explique qu'il voulait embaucher sa propre personne. Elia lui dit que s'il lui avait dit à l'avance, elle aurait pu l'aider, mais il la rassure en lui disant qu'il a déjà trouvé une bonne personne. À ce moment,
Jaranox arrive à l'heure. Le forgeron s'est excusé auprès d'Orion pour être arrivé en retard et l'avoir fait attendre. Orion présente Elia à Jaranox, l'identifiant comme sa fiancée. Un autre chevalier les interrompt, demandant à son chef d'escouade, Ilia, à qui elle parle, notant qu'ils partiront bientôt. Ilia présente Urien au chevalier nommé Masque comme sa fiancée, Urien Rox. Rox est choqué quand il voit Urien pour la première fois. Masque est surpris de voir un jeune maître de la famille Rox dans un endroit comme celui-ci et se présente comme Masque Malone, chef de la 5e escouade des chevaliers de Stylamer qui servent la famille Marcus. Yuri pense qu'il connaît bien Masque car c'est un personnage mineur avec une mauvaise attitude qu'il a écrit dans son roman. Yurion se souvient de la façon dont les événements étaient censés se dérouler dans l'histoire originale. Une personne masquée intercepte Masque et ses chevaliers, puis le protagoniste s'avance et défie Masque. Alors qu'Orion se souvient avec anxiété des événements de l'histoire originale où un combat était censé éclater entre le protagoniste et Masque, et Elia arriverait juste à temps pour les empêcher de commencer leur relation. Plus important encore, après cet incident, le protagoniste accompagne Elia au combat et la sauve d'une mort certaine. Euron se rend compte qu'il ne peut pas simplement trouver le protagoniste et le ramener sur la scène, et il décide qu'il ne peut pas laisser Elia mourir. Euron demande à Elia sa destination. Elle lui dit que les signalements de raids de gobelins près du château d'Ozio ont augmenté, et son ordre de chevalerie a reçu l'ordre de patrouiller la zone et de les maîtriser. Euron demande une faveur à Elia, qui est de lui permettre de se joindre à eux. Elia est surprise par sa demande et lui demande pourquoi. Orion répond qu'en tant que personne qui s'entraîne également, il veut faire l'expérience de vrais combats et voir ses compétences de près. Elia l'avertit que cela pourrait être dangereux, mais il la rassure en lui disant qu'il est doué pour s'enfuir. Elia accepte sa demande et ordonne à Sir Masque de fournir un cheval pour lui et Jaranox. Masque objecte, disant qu'ils ne sont pas en pique-nique et ne peuvent pas être négligents, d'autant plus qu'Euron et Jaranox n'ont aucune trace de mana. Masque ajoute qu'ils n'ont ni le devoir ni la capacité de les protéger. Elia lui ordonne sévèrement d'obéir aux ordres sans un mot de plus. Masque obtempère, et Elia lui murmure qu'il aurait dû devenir le chef d'escouade s'il pensait que c'était injuste. Avant de partir, Elia demande à Euron de rester près d'elle car il est en danger, et Euron ordonne à Garanox de s'accrocher fermement à lui. Ils partent ensemble. À leur arrivée, Elia divise les chevaliers en équipes de 5 pour rechercher la colonie de gobelins, leur ordonnant de ne pas attaquer et de tirer une fusée de signalisation dès qu'ils la trouvent. Puis Elia ordonna aux gardes de se disperser. Alors que l'obscurité approche et que le suivi devient difficile, Elia décide de faire demi-tour. Soudain, une fusée de signalisation illumine le ciel, suivie d'une autre fusée venant d'une direction différente, puis d'une troisième et d'une quatrième. Les chevaliers se demandent combien de fusées ont été tirées, Orion répondant 4, tandis qu'un autre insiste sur le fait qu'il y en avait 5. Elia décide de se diriger vers la fusée la plus proche à l'ouest, mais l'un des chevaliers tente de les arrêter. Lorsque l'escouade d'Elia arrive à l'endroit de l'une des fusées éclairantes, ils constatent que tous les soldats sont morts. Les chevaliers sont choqués de voir que l'armure de leurs camarades a fondu, se demandant à quel type d'attaque ils ont été confrontés. Elia décide de se diriger immédiatement vers le prochain emplacement de la fusée sud. Là aussi, il trouve tous les soldats tués de la même manière horrible. Alors que l'un des chevaliers exhorte son capitaine à se déplacer rapidement vers la zone suivante, Orion intervient en criant qu'ils ne peuvent pas bouger maintenant. Elia est surprise par les mots d'Orion. Urien explique que les gobelins sont dispersés et chassent leurs soldats un par un, et à ce rythme, il n'y a aucune chance de victoire. Il suggère qu'ils devraient interrompre l'opération et tirer une fusée de signalisation pour rassembler toutes les forces restantes à leur emplacement. Un chevalier lui crie dessus avec colère, lui demandant qui il pense être pour parler de cette manière et lui reproche ce gâchis. Euron se souvient que cette scène s'est produite dans son histoire originale où le protagoniste a été réprimandé de la même manière, ce qui a mis en colère les lecteurs. Alors que le chevalier continue de le gronder et lui ordonne de se taire, Euron utilise son énergie interne pour le faire pression, ce qui fait tomber le chevalier de son cheval. Elia ne comprend pas comment Euron a pu faire tomber le chevalier sans s'approcher de lui. Euron lui ordonne de connaître sa place et de rester silencieux, et le chevalier terrifié accepte. Orion lui demande juste de regarder pendant qu'il résout ce problème. Ensuite, Orion se tourne vers Elia, lui rappelant que dans l'histoire originale, elle n'a pas écouté le protagoniste et s'est obstinément accrochée à son opinion. Il lui demande de juger sagement cette fois. Elia est convaincue par son point de vue, admettant qu'elle ne voyait pas clairement la situation, et ordonne qu'une fusée bleue soit tirée immédiatement pour rassembler les forces. Les chevaliers tirent les fusées éclairantes et attendent que les chevaliers dispersés restants se rassemblent. Jaranox admire la capacité d'Euron à faire bouger tout le monde comme il le souhaite et lui demande s'il est sûr qu'un plus grand nombre de soldats se rassembleront à nouveau. Mais Euron lui dit que la plupart des soldats ne pourront probablement pas les atteindre. Jaranox devient nerveux quand il comprend ce qu'il veut dire par ces mots. Euron explique qu'un ennemi nommé Karuda les a déjà achevés. Le vrai combat commence. L'un des soldats court vers Elia dans un état de terreur. Les soldats terrifiés crient qu'ils doivent fuir immédiatement, et Elia lui demande avec étonnement ce qui se passe. À ce moment, une armée massive de gobelins apparaît, et un autre chevalier crie que leurs nombres sont écrasantes.
Alia reste sans voix en voyant ce nombre écrasant d'ennemis. Elle se sent coupable et s'excuse auprès de Urian, croyant qu'il mourra à cause d'elle. Mais Urian la rassure en lui disant que tout va bien et s'avance avec confiance, l'assurant qu'elle ne mourra pas ici. Alia lui demande avec perplexité ce qu'il fait. Euron fait face à la horde de gobelins et appelle Agnès, annonçant qu'il va tester ce qu'ils ont pratiqué au cours des 2 derniers jours. Il lui ordonne de générer des balles de fer noir par procuration. Jurien pense qu'il n'a pas eu la chance d'essayer cette technique, qu'il a obtenue après avoir atteint le 3e niveau du corps de 10 000 poisons auparavant. Une fenêtre système apparaît devant lui expliquant que la technique de souffle de fer noir tire des armes cachées remplies de puissance interne en faisant exploser les balles de fer noir. Jurien crie en ordonnant au gobelin de recevoir son attaque et lance la balle, qui atteint sa cible. Après que la balle se soit logée dans l'une des armes des gobelins, au milieu de leur confusion, la première explosion s'est produite, qui a anéanti un grand nombre d'entre eux au milieu de leurs cris, ce qui a conduit Orion à ordonner le retour des balles. Il se dit, ravi, que la capacité d'invocation d'Agnès correspond parfaitement à son pouvoir. Dès que les balles reviennent, il les relance, créant des explosions consécutives qui éliminent encore plus de gobelins. Elia, choqué, lui demande ce qu'il vient de lancer, et Orion répond calmement que la technique s'appelle l'explosion de fer noir et qu'il expliquera les détails plus tard. Elia remarque que le nombre de gobelins a considérablement diminué, alors elle se tourne vers ses chevaliers stupéfaits et leur crie dessus, leur demandant ce qu'ils font, les assurant que la victoire est maintenant possible. Elle les exhorte à saisir l'opportunité et à éliminer les gobelins restants. Sous sa direction, les chevaliers chargent pour engager les ennemis restants. Pendant la bataille et l'affrontement entre les chevaliers et les gobelins, l'un des gobelins tente de fuir la bataille mais est surpris par quelque chose qui se dresse sur son chemin, et il hurle de douleur alors qu'une main rouge apparaît en saisissant sa tête. Alia est stupéfaite et se demande ce qui se passe. Soudain, un guerrier massif à la peau rouge et d'une taille incroyable apparaît parmi les gobelins, tenant le cadavre d'un gobelin dans sa main. Orion observe ce nouveau venu, réalisant que le légendaire guerrier gobelin, Karuda, est enfin apparu. Orion le regarde avec détermination, pensant que s'ils ne peuvent pas l'éliminer aujourd'hui, ils mourront tous. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.